performance des différents fongies en situation de résistance. Donc là, d'abord, premièrement, vraiment axé septo. Ensuite, on passera sur la protection du blé tendre. Donc, on regardera la stratégie et le raisonnement de la protection en T1. Ensuite, on regardera quelles sont les efficacités des solutions en T2. On terminera par nos précaux sur blé tendre. Ensuite, on vous proposera une séance de questions. Et puis, enfin, on enchaînera avec l'orge. Et donc là, de la même manière, on fera un très rapide point sur les résistances. Ensuite, la gestion de l'helminto de la Rinco, les efficacités contre la ramu, parce que cette année, on a eu beaucoup de ramulariose dans nos essais. Et puis, on terminera avec les précaux. Donc voilà, si vous êtes d'accord, on va démarrer donc. On va démarrer en regardant la nuisibilité pluriannuelle des maladies foliaires en Pays de la Loire, donc pour resituer et repositionner la campagne 2022-2023. Donc en Pays de la Loire, on a une nuisibilité pluriannuelle moyenne de 18 quintaux, sachant qu'on avait la campagne passée dans nos essais, donc Pays de la Loire, une nuisibilité d'un peu plus de 10 quintaux. C'était surtout de la septo. Donc, comme vous voyez, on a écrit au-dessus de chaque petit bâton les maladies qui avaient dominé sur la campagne et qui permettaient d'expliquer la nuisibilité observée. Et sur le pluriannuel, on note qu'en tendance, on a des nuisibilités un peu plus faibles ces 4-5 dernières années. Donc là, vous pouvez le voir depuis 2019 à peu près. Et sinon, dans un passé relativement proche, on est en moyenne entre 5 et 20 quintaux. Ouais, je disais, on est en moyenne entre 5 et 20 quintaux, voire 25, mais très rarement au-dessus. Et quand on regarde un petit peu plus en détail les années à très forte nuisibilité, donc si on les prend à l'envers, donc par exemple 2018, 2016 ou 2012, on voit que c'est des années pour lesquelles on avait de la rouille. Et vous le savez, la rouille, ça peut entraîner de forte nuisibilité. Donc une nuisibilité moyenne en Pays de la Loire de 18 quintaux qui est vraiment liée aux maladies présentes l'année donnée. Donc là, maintenant, je vais vous présenter rapidement quelques résultats issus du réseau Performance. Donc, c'est un réseau dans lequel on va réaliser un suivi de la sensibilité des souches de septo aux différents fongicides. Donc, enfin, juste pour rappel, c'est un réseau qui est multipartenarial. Alors, tout d'abord, je vais repréciser de quoi on parle quand on parle de souches résistantes. Donc, il y a deux grands types de résistance qu'on va observer. Il y a la résistance au triazole d'une part et au SDHI, donc qui est apparu un petit peu plus récemment. Donc, en ce qui concerne la résistance au triazole, les souches vont pouvoir présenter différents degrés de résistance au fongies, donc au triazole. Et selon les facteurs de résistance qu'elles vont présenter, on va les dénommer différemment. Donc, on va retrouver des souches qu'on appelle tri-LR et tri-MR pour faiblement et moyennement résistantes au triazole. Donc, celles-là, j'en parlerai quasiment pas parce qu'en fait, on les retrouve quasiment plus sur le territoire. Les souches dominantes, c'est les souches tri-HR, donc les souches hautement résistantes au triazole. Donc, c'est des souches qui vont présenter des facteurs de résistance moyens à élevés pour quelques IDM. Donc, IDM, c'est triazole. Et enfin, on a les souches MDR qui, elles, vont présenter une résistance croisée à tous les IDM avec des forts niveaux de résistance. Et ces souches MDR, elles présentent également des facteurs de résistance au SDHI. Et donc, comme je vous le disais, les tri-HR et les MDR vont être les souches qu'on va majoritairement rencontrer sur le territoire national. Et à côté, on peut également regarder la résistance au SDHI. Donc là, ça va être les souches CAR-R, donc pour résistance au carboxamide, et les souches CAR-HR qui, elles, vont présenter... enfin, les souches CAR-R, c'est les souches résistantes, et les souches CAR-HR qui, elles, vont être hautement résistantes au SDHI. Et donc, ces souches-là vont présenter une résistance croisée à tous les SDHI avec des niveaux faibles à forts selon la mutation incriminée. Donc là, on va regarder la répartition des souches en fonction de leur niveau de résistance au cours du temps. Donc là, sur le premier graphique en haut, avec les bâtons jaune, rouge et noir, donc c'est la résistance au triazole. Donc du coup, comme je vous le disais, les tri-HR, donc qui sont en vert, on n'en a plus du tout. Les tri-MR, donc les souches moyennement résistantes, elles sont en très fort déclin, donc elles sont quasiment vouées à disparaître. Et les souches qu'on retrouve majoritairement, ça va être les tri-HR et les MDR. Donc du coup, qui sont en progression, enfin, qui étaient en progression depuis 2015. Et là, depuis 2020, on note une certaine stabilité dans cet équilibre de souches. Et sur le deuxième graphique en bas, donc, c'est la résistance au SDHI. Donc, du coup, la résistance au SDHI, et là, vous voyez que c'est des souches qui, elles, par contre, sont en progression. Et notamment en 2023, on avait 40% de souches résistantes
au SDHI, dont 22% de souches très fortement résistantes au SDHI. Et vous voyez que ces deux proportions de souches-là sont en augmentation depuis 2018-2019. Voilà. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail du réseau performance en regardant un petit peu les essais. Donc on a ici une synthèse de 18 essais, donc issus du réseau performance, dans lequel on peut se faire une idée des efficacités de différentes stratégies fongicides contre la septoriose. Donc en 2023, on avait 18 essais avec une usabilité moyenne de 12,4 quintaux, donc que de la septo, on n'avait pas de rouille. Et dans le pavé vert, ici, vous avez la répartition des souches résistantes. Et donc, vous voyez qu'on avait 70% de souches hautement résistantes au triazole, 22% de souches MDR et 39% de souches résistantes au SDHI. Donc, on a une situation de résistance qui est quand même assez marquée. Et là, je vous parle, c'était dans le témoin non traité. Et donc, quand on regarde sur ce graphique, donc vous avez sur la partie gauche les efficacités, sur la partie droite les rendements. Donc, vous retrouverez ça en fait dans toutes nos représentations quasiment. Et donc, on a 4 modalités. Donc, tout en bas, on a un T1 IDM Folpel, puis en T2 une association IDM SDHI. Sur la deuxième ligne, on a une impasse de T1 et le même T2, donc IDM SDHI. Donc, je vous précise quand même que derrière le terme IDM SDHI, en fait, se cache un regroupement. Donc, en fait, on a 3 essais en base Cardix, 10 essais en base Elatucera et 5 essais en base Revi-XL. Et donc, ensuite, on a 2 autres modalités. Donc, une modalité impasse de T1, puis QI SDHI, et une modalité pas de T1, QI IDM. Donc, au niveau des efficacités, donc sur le graphique de gauche, on ne voit pas de différence significative. Et par contre, on note un léger retrait au niveau du rendement pour la stratégie IDM-SDHI. Alors, je vais quand même nuancer mes propos, car il semblerait que, a priori, les stratégies à base de Revi soient moins impactées que les bases Cardix ou Elatucera, qui, elles, pourraient être davantage mises en défaut. Et c'est vrai qu'ici, on regroupe tout le monde sous le même intitulé. Donc, on a mélangé les 3 bases différentes. Donc, c'est d'autant plus marqué, en fait, que le niveau de résistance va être important. Donc, c'est ce qu'on illustre dans cette diapo, sur laquelle on a réparti les essais dont je vous parlais en 2 grandes catégories. Donc, une première catégorie où on a pris les essais qui présentaient une proportion de souches CAR R inférieure à 20%. Et sur votre droite, on a regroupé des essais qui présentaient une part de souches CAR HR supérieure à 20%. Donc, du coup, ici, on a les mêmes modalités que dans la diapo précédente. Et on peut voir ici que lorsque la part de souches hautement résistantes au SDHI est élevée, l'efficacité des bases SDHI-IDM pourrait être mise en défaut. C'est ce qui illustre ce point-là. Sachant que j'apporte la même nuance que sur la diapo précédente. Et juste pour rappel, on avait les mêmes résultats en 2022. Donc voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Monique qui va vous présenter les résultats de nos essais et les différentes stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de la protection fongicide du blé tendre. Alors, bonjour à tous. Je vais partager mon écran, donc ça prend. Donc, quelle stratégie avoir sur blé tendre? Quelles sont les innovations ou les résultats de nos essais 2023 et pluriannuels? Alors déjà, peut-être, si on parle de stratégie, on peut rappeler l'importance dans la protection du positionnement des traitements et puis regarder le poids relatif du premier passage qu'on positionne en général quand il doit être fait entre 2 nœuds et dernière feuille pointante. Et le deuxième, on l'appelle le T2, mais des fois il peut être unique d'ailleurs, qui se positionne préférentiellement à partir de dernière feuille étalée, autour de dernière feuille étalée, gonflement de l'épi dans la gaine. Donc quand on regarde dans notre région, on se rend compte, première chose, que le gain procuré par le premier passage est variable selon les années. Alors pour l'illustrer, vous voyez là, pour des variétés sensibles, quand on compare les écarts traités et non traités, d'une part, donc on garde les variétés sensibles, et des modalités où on n'a pas fait de T1, avec des modalités où on a fait un T1 et un T2, on peut donc dégager le gain de rendement procuré par le premier passage, d'une part, et le gain de rendement proposé par le deuxième, d'autre part. Et premier constat, peut-être si on se retourne vers l'année dernière, vous voyez que le gain apporté par le T1 est pas négligeable, un peu comme en 2018.
sur variété sensible, alors qu'il était beaucoup plus modeste, voire très faible dans les années 2021 ou 2022. Si on l'exprime en pourcentage, combien de quintaux ramène sur 100 le T1 d'une part et le T2 d'autre part, voilà ce que ça peut représenter. Et donc, ce qui est très, très visible, c'est que en fait, le T2 est quand même le pivot de la protection et c'est lui qu'il ne faut vraiment pas louper quand tout l'appareil foliaire est déployé et bien sécuriser la protection fongicide sur ce passage-là. Le T1 va être rentabilisé économiquement certaines années, et potentiellement l'année dernière, c'était le cas sur les variétés sensibles, mais beaucoup moins pertinent sur variétés tolérantes ou en année à faible pression maladie ou quand la septoriose arrive tard. Alors ça, bien sûr, je présente ça sur des essais où on n'a que de la septoriose, puisque quand on a de la rouge jaune, on va raisonner un petit peu différemment. Donc, pour résumer les choses, voilà en fait l'arbre de décision que l'on propose pour savoir si ou pas on fait un premier traitement, a priori en tout cas. Donc, quand on est avec des variétés tolérantes à la septoriose, aux maladies foliaires en général, mais plus particulièrement à la septoriose, qu'il n'y a pas de rouge jaune visible sur les parcelles vers avant dernière feuille étalée, enfin, quand on est au stade dernière feuille pointante, on ne va pas envisager de traitement montaison. En revanche, si on voit de la rouge jaune, on va traiter spécifiquement cette maladie et on reviendra sur la façon de le faire après. Si vous êtes sur une variété sensible septoriose, que la maladie arrive de bonne heure, donc vers 2 nœuds, là, on va justifier un premier passage et on verra de quelle nature il est. Et on le justifie bien sûr s'il y a de la rouge jaune. Et enfin, sur ces mêmes variétés sensibles, une année comme 2021 ou 2022, arrivée tardive des maladies, pas d'intervention, quelle que soit la sensibilité de la variété. Alors pour aider, puisque des fois on n'a pas le temps d'aller voir ces parcelles ou on n'est pas sûr de soi, il y a des modèles qui vous permettent de piloter, de regarder de plus près les choses. Et puis il y a bien sûr aussi les avertissements agricoles, le bulletin de santé du végétal. Alors une fois qu'on se dit, il faut que je fasse un T1 vis-à-vis de la septoriose, c'est souvent sur ce traitement-là que sont utilisés les produits de biocontrôle qui peuvent apporter sur septoriose et donc être pertinents dans ce cas-là, quand le T1 est justifié, en l'absence de rouge jaune, puisque ces produits de biocontrôle ne sont pas efficaces sur rouge jaune. Donc là, pour vous donner une vision pluriannuelle, vous avez la synthèse de 6 essais où il n'y avait que de la septoriose, réalisés entre 2021 et 2023. Et vous pouvez voir la performance de deux solutions, soit le soufre solo avec l'héliosoufre, soit une association soufre plus phosphonate de potassium, Pygmalion plus velours, qui sont très proches. Et au passage, dans cette synthèse d'essai, vous voyez que le gain procuré par le T1 est très très faible, pour ne pas dire nul, sur cette synthèse pluriannuelle, puisqu'on regroupe 2 années à faible pression dans lesquelles le T1 se justifie difficilement. Alors sur les efficacités, on voit un petit plus visuellement, mais on ne le retrouve pas en rendement. Toujours sur les spécialités possibles en T1, on a une nouvelle solution qui arrive là, qui s'appelle Akicine Duo, qui est une association de phosphonate de potassium et de soufre. Donc ici, elle est présentée dans un regroupement de 4 essais sur les campagnes 2022 et 2023. Vous avez toujours les efficacités et les rendements ici, efficacité à gauche, rendement à droite. Et la particularité de cette association, c'est qu'elle est donc tout formulée, les deux, le phosphonate et le soufre en même temps. Et vous voyez que le dosage est moins élevé que dans les solutions extemporanées comme Pygmalion velours ici. Malgré tout, du fait de sa formulation, elle apporte la même performance, voire pourquoi pas, enfin équivalent, on va dire, hein, que ce soit extemporané ici ou tout formulé ici avec l'Akicine. Voilà pour du côté du deuxième traitement, donc le pivot de la protection sur blé tendre. Donc là, je dirais qu'on a l'embarras du choix. Ça fait 2-3 ans qu'on dit ça, puisqu'il y a une gamme de solutions commerciales qui sont très proches et qui permettent d'avoir un bon niveau de couverture fongicide sur blé tendre. Donc toujours pareil, là dans ces essais, on va faire varier le deuxième traitement, le T2,
avec différentes solutions qui sont comparées ici. Et on a fait un traitement de couverture au soufre, puisqu'on est sur variété sensible, que c'était des essais de cette année, que là, il y avait intérêt dans ce contexte-là à faire une couverture soufre. Donc après, on compare efficacité, rendement des différentes solutions. Donc vous voyez, il y a des petites nuances de groupe statistique là, avec les lettres sur les efficacités. En revanche, sur les rendements, tout le monde est équivalent, A, B, C, D, donc avec des solutions très très proches. Au passage, on peut noter la bonne résistance de la solution Revistar XL qui est très souple en positionnement dose, hein, parce que vous voyez qu'à 0,6, on est équivalent à 0,9 hein, dans ce regroupement-là. Et on a d'autres solutions qui sont disponibles, qui arrivent avec un niveau équivalent en performance, dans un contexte ici où on est à presque 20 quintaux de dégâts maladie entre une parcelle non traitée et une parcelle protégée. Alors, j'étoffe un petit peu plus le graphique. On a testé aussi une solution qui va être proposée pour la prochaine campagne, qui associe l'Elatucera, donc du prothioconazole avec un SDHI, le solathénol ou le benzovindiflupyr, et un autre triazole, alors qui est un peu ancien, qu'on voit plutôt dans les traitements de semences, mais qui ressurgit là, qui pourrait apporter, dans un contexte d'évolution des souches de septoriose, qui est le diphénoconazole dans la spécialité Greteg. Donc cette association tient la route ici. On l'a testée sur une base Elatucera, elle sera aussi proposée sur une base Elatus+. Nous, on ne l'a pas évaluée, celle-ci, mais bon, vous voyez que là, l'association Elatucera-Greteg apporte une efficacité proche des autres solutions qui apparaissent sur le graphique et des rendements également similaires. Alors, depuis quelques années, on évalue aussi des associations qui sont sans triazole. Là, vous sont pointés sur le graphique le Kestar Elatus+, c'est-à-dire la fenpicoxamide avec du benzovindiflupyr, et en dessous, le Silveron, donc, qui associe deux SDHI, bixaphène et fluopyram, avec la fenpicoxamide. Et on peut noter que ces solutions sans triazole apportent aussi un bon niveau de performance, avec des efficacités qui sont les meilleures d'ailleurs dans le regroupement de ces trois essais, et des rendements qui restent bien sûr dans la même veine que les solutions présentées précédemment. Donc, quand on parle d'évolution de souche et d'érosion d'efficacité des triazoles, d'une part, et des SDHI, d'autre part, ce sont des alternatives qui peuvent avoir un intérêt pour alterner les modes d'action. En pluriannuel, toujours le même type de stratégie sans triazole. Là, vous l'avez avec pardon, je suis allée un peu vite, avec le Kestar Elatus+, qui s'en sort aussi bien que les références, hein, que ce soit Elatucera ou Cardix, voire en efficacité un gain significatif par rapport à ces deux solutions de référence. Et de même, si on prend 8 essais sur la période 2021-2023, vous avez la solution Silveron Gessico One, donc qui associe fenpicoxamide et SDHI, qui présente de même un niveau d'efficacité dans les meilleurs du regroupement, et des rendements qui restent au rendez-vous. Alors, on vous présente cette fois des solutions plus en développement, enfin plutôt une solution en développement, qui est un projet qui associe du prothioconazole avec un nouvel SDHI, le pidiflumétophène. Donc, c'est une solution que l'on évalue depuis 2018 et qui n'est malheureusement pas encore homologuée. On espère bientôt la voir arriver en France, sachant qu'elle est homologuée dans d'autres pays européens. Et vous voyez qu'en termes d'efficacité et de rendement, on franchit une marche, hein, donc avec une très belle performance de cette association, et en particulier donc, liée à la présence du pidiflumétophène sur la septoriose. Et enfin, si on fait le panorama complet des questions posées autour du T2, est-ce que j'ai intérêt ou pas à mettre un produit de biocontrôle associé à un fongicide classique en T2? Ça fait plusieurs années qu'on évalue différentes combinaisons. Là, on a réévalué l'association avec du pygmalion, donc du phosphonate de potassium, sur une base Revistar. C'est ce qui apparaît encadré au centre du graphique. Et donc, vous voyez que ça n'a pas forcément apporté grand-chose d'avoir ajouté le pygmalion. Si on doit utiliser cette solution, c'est plutôt sur le T1, comme on l'a vu précédemment. Donc, en cas de nécessité de T1 liée à la présence de septoriose précoce.
En pluriannuel, même constat, différence non significative, que j'ai mis ou pas le Pygmalion ici sur une base Cardix, en efficacité comme en rendement. Donc, du coup, si on reprend un petit peu tout ce que vient de vous dire Anne-Monique, donc nos recommandations pour 2024 sur blé tendre. Donc, du coup, au niveau du raisonnement du T1, donc la première chose à se demander, c'est quelle est la sensibilité de ma variété sur l'asepto et la rougeole. Donc, c'est vraiment ces deux variétés-là, enfin, ces deux maladies-là sur lesquelles on va se poser la question pour raisonner notre T1. Ensuite, on va regarder s'il y a effectivement présence de maladie. Donc là, on peut s'aider des bulletins de santé du végétal notamment. Et on regarde à quel timing vont apparaître les maladies. Voilà, donc là, au niveau du raisonnement du T1. Ensuite, au niveau de l'utilisation des solutions de biocontrôle, donc en T1, on a dit qu'effectivement, dès lors qu'on a uniquement de la septoriose, on a un bon niveau d'efficacité de ces différentes solutions. Donc Anne-Monique vous les a présentées, on en a quelques-unes à la gamme. Donc dès lors que le T1 s'avère nécessaire, on peut tout à fait partir sur une solution 100% biocontrôle, si on n'a que de la septo. Par contre, dès lors qu'on a de la rougeole, attention, les solutions de biocontrôle ne vont pas être efficaces. Donc là, dans ce cadre-là, on va impérativement se tourner vers une solution efficace rougeole. Et l'idéal, c'est si on a de la rougeole et de la septo, partir sur une solution qui est mixte et qui peut gérer les deux maladies. Si on revient rapidement sur le T2, dans toutes les solutions qu'on vous a présentées en T2 et qui sont disponibles actuellement vont présenter des niveaux d'efficacité équivalents, y compris les solutions sans triazole. Donc concrètement, on ne fait pas d'erreur à choisir l'une ou l'autre parmi les différentes solutions qu'on vient de vous présenter. Et pour rappel, donc le pilier de la protection sur blé tendre, ça reste bien le T2. Donc s'il y a une intervention sur laquelle on ne doit pas se louper, c'est le T2. Par contre, on ne fait pas vraiment d'erreur à choisir une spécialité plutôt qu'une autre, ou un mélange plutôt qu'un autre. Il faut veiller, alors ça c'est plutôt pour la gestion des souches résistantes, il faut veiller à alterner les matières actives et on préconise également, enfin les recommandations sont de n'appliquer qu'un seul SDHI par campagne. Voilà. Et donc, au niveau de l'intérêt du biocontrôle en T2, donc ça, Anne-Monique vient de vous le montrer, on n'a pas d'intérêt d'ajouter une solution de biocontrôle à un T2 classiquement utilisé. Donc là, on vous propose un exemple de stratégie sur le blé tendre pour 2024. Donc, différentes stratégies sur la base d'une enveloppe qui va être dédiée à la protection fongicide, cette enveloppe étant elle-même liée au niveau de nuisibilité attendu. Donc là, on se positionne dans un cadre où on a une faible nuisibilité, donc de l'ordre de 10 à 15 quintaux. Et donc, les différentes stratégies qu'on va vous proposer donc, dans le premier carré, donc en fait, on a différentes lignes. Donc, une première ligne où on a un risque septo faible. Et donc, le pavé en dessous dans lequel on vous propose différentes solutions sont des solutions qui vont être techniquement équivalentes sur la septoriose qui apparaîtrait de manière assez tardive. Donc, on l'a vu, là, on positionne notre intervention au stade dernière feuille étalée. Parce qu'en cas de faible nuisibilité, a priori, on n'a pas besoin de faire un T1, notamment si on a une variété qui est plutôt résistante à la septoriose. Le deuxième pavé en dessous, c'est quand on a un risque septo, donc septo arrivant assez tard, donc au moment de réaliser son T2, mais qu'on a en plus un risque rouille brune, à ce compte-là, on vous propose d'apporter un supplément strobilurine, donc ça peut être de la Pyraclo ou de la Z par exemple, pour booster un petit peu l'efficacité sur la maladie. Ou alors, on peut également faire le choix de partir sur une base Elatusera, qui, elle, reste la référence en termes d'efficacité sur rouille brune. Et petite chose également à noter, c'est que si jamais on a un risque rougeole, donc là, comment dire, il faudra prévoir un traitement spécifique à base d'un triazole efficace sur la maladie. Et donc là, c'est la petite note qu'on vous a mise en bas. Donc, il faut, voilà, c'est quelque chose qui est décorrélé de cette enveloppe de nuisibilité. Et il faudra prévoir un traitement spécifique pour la rougeole. De la même manière, s'il y a un risque FUSA, il faudra envisager de faire un T3. Et bien entendu, en veillant à respecter l'alternance entre les matières actives et les modes d'action. Donc là, Monique, si tu veux, tu peux passer à la diapo suivante. Je vais démarrer avant qu'elle arrive chez moi. Donc la diapo est organisée de la même manière, en fait, pour une visibilité un petit peu plus importante, donc de l'ordre de 15 à 20 quintaux.
Donc, vous retrouvez en haut de la diapo la même présentation que précédemment, donc toujours avec le T2 qui reste le pilier de la protection. Et donc, on a légèrement adapté les doses pour les ajuster à la pression maladie. De la même manière, si vous avez de la rouille brune, bah pareil, on propose de complémenter avec, par exemple, du Comet ou partir plutôt sur un Elatus Sera. Et donc là, sur cette diapo, on a ajouté une ligne, c'est au cas où on a une apparition de septo de manière précoce, donc aux alentours du stade de nœud. Donc là, on va proposer un T1 donc, qui pourrait être à base d'une solution de biocontrôle si on a uniquement de la septoriose. Et par contre, si jamais on a besoin de faire un T1 qui soit mixte septo et rouge jaune, donc du coup, une solution de biocontrôle, on l'a vu précédemment, ne sera pas efficace sur rouge jaune. Donc, il faut prévoir d'adapter ce T1 en ajoutant, par exemple, une triazole efficace sur rouge jaune. Et de la même manière, si on a besoin d'un T3, alors, pour la fusariose, c'est peut-être moins le cas dans notre région, mais il n'y a pas que des gens de notre région. Des fois, le T3, il peut également servir de relais septo. Et ben, du coup, on vous a également proposé des T3. Alors, bien entendu, il faudra veiller à respecter l'alternance des matières actives. Donc, j'enfonce un petit peu le trou. La chance d'avoir conduit des essais où on combinait les leviers. On a 13 essais qui apparaissent là. Il y a les bâtons d'essai qui apparaissent à l'écran. 13 essais où on avait comparé des variétés sensibles, des variétés peu sensibles, et puis des dates de SMI. Et donc, date 1, alors on n'avait pas extrémisé autant que cette année. Hein. Cette année, on subit, on va dire. Mais donc, dans ce réseau-là, on avait comparé un semis de mi-octobre à un semis de début novembre, en moyenne. Hein, ça dépend des essais. Mais en gros, l'idée, c'était d'avoir 20 jours entre la première date de semis et la deuxième. Et à chaque fois, ici, on regarde dans les témoins non traités, le niveau de septoriose. Pour les semis précoces, c'est le bâton un peu plus foncé, et pour le semis tardif, le bâton un peu plus clair. Et en moyenne, il y a à peu près 13 points là, sur des variétés sensibles, d'écart entre les deux, donc avec moins de septoriose présente au printemps quand on a semé un peu plus tard. De même, d'ailleurs, peu importe la variété, il n'y a pas d'interaction. Hein. Donc sur variété peu sensible, même ordre de grandeur d'écart, à savoir que le semis tardif porte moins de septo au printemps que le semis précoce. Et si on fait la synthèse de tout ça, c'est la diapo qui arrive maintenant. Donc toujours, on regarde l'intensité de la septoriose dans les témoins en haut, enfin partout, sur les deux graphiques, mais en haut, c'est selon la sensibilité des variétés. Donc par exemple, 39% de maladies dans les variétés sensibles septoriose, contre 21 sur les variétés peu sensibles. Ça, c'est une différence qui est significative. Et sur l'effet date de semis d'octobre, 37%, toutes variétés confondues, et 23% semis de novembre. 14 points, effet significatif. Ceci dit, alors là, c'est les intensités de maladie dans le feuillage. La question, c'est à savoir qu'est-ce qui se passe sur les rendements. Eh bien, sur les rendements, on perdait du rendement à avoir semé plus tard. Donc, ce n'est pas un levier. Si on parle de levier prophylactique pour limiter la pression maladie, la variété en est un. Choisir des variétés tolérantes en est un qui marche. Retarder les dates de semis par plaisir, entre guillemets, pour se dire je vais avoir moins de maladies, ce n'est pas forcément une bonne idée, puisqu'on perd du rendement à avoir trop décalé les dates de semis. Et là, cette année, je vous présente ça parce qu'on le subit malheureusement. Hein. On sait qu'en semant plus tard avec des conditions plus difficiles, on va avoir un potentiel impacté de peut-être 5 à 10% si on arrive à semer début décembre. Mais ceci dit, vous pouvez peut-être récupérer une partie de la perte sur l'investissement fongicide. Et là, pour le coup, se dire pas de T1 dans un contexte de semis tardif. Voilà, alors est-ce que ça amorce des réactions ou d'autres questions? N'hésitez pas sur l'ensemble de ce qu'on a vu ce matin. Tout le monde est paré pour la campagne, c'est ça que je comprends. Eh ben, si tout est clair, on va conclure. Charlotte, je te repasse la parole pour la conclusion. Il y a juste une toute, une toute Vas-y, petite vas-y. question de dernière minute. On perd des quintaux, mais c'est lié aux conditions de semis ou à la date? Alors là, en l'occurrence, c'était lié à la date.
parce que on était dans de bonnes conditions. On avait volontairement décalé les dates de semis. Mais vous avez raison. Alors, je vais vous montrer, parce que là, ça fait le suspense est intenable. Je l'avais masqué, la diapo rendement. Mais elle est là. Je vais vous la passer. Donc, elle doit apparaître. Donc là, vous voyez, on perd 8 quintaux entre date 1 et date 2 en moyenne. Donc, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Mais cette année, c'est vrai que c'est un peu la double peine pour le coup, puisqu'on va semer plus tard et potentiellement, bon, on ne sait pas ce qui va en être, mais pour certaines parcelles, ça risque d'être dans des conditions un peu compliquées. Donc, c'est sans doute au moins, ouais, je disais, nous, quand on regarde nos essais de date de semis, dans semis tardif en conditions correctes, en Pays de la Loire, c'est 6 quintaux de moins, c'est ce qu'on a présenté l'autre jour, mais avec une plus forte variabilité. Et la variabilité vers le bas, elle est accentuée quand on sème en mauvaises conditions. C'est pour ça que, bon, sur des semis de décembre, dans des conditions un peu plus humides, il faut se dire qu'il y a au moins 10% du potentiel d'entraver. Et puis l'autre question qui se pose, ça va être comment on désherbe des parcelles qui ne l'ont pas été, mais qui sont semées. Et on fera un message plus précis que les éléments que j'avais apportés la semaine dernière, je pense début de semaine prochaine. Vous aurez dans vos boîtes ou sur le Arvalis, le site.